Merci, merci Monsieur Duguet pour cette présentation. Bon, on est bon? Donc, comme nous le savons tous ici, les métiers de manager sont connus pour être exigeants et demander un investissement personnel qui dépasse bien souvent le cadre du travail. Parvenir à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle est par conséquent pour beaucoup un défi de tous les jours. C'est pour cela que nous avons souhaité poursuivre notre échange en nous intéressant aux frontières entre ces temps. Là, c'est un petit peu... C'est ce qu'on appelle de l'organisation. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Chassin, responsable du collectif Égalité Pro du SMPS, qui a accepté... Allez où ? Bonjour Caroline. Qui a accepté de modérer cette table ronde, ainsi que Mme Dominique Combarnous, que j'ai vue tout à l'heure, voilà. Présidente de l'ANSIM. Émile Blanchet, coordinatrice en maïeutique au CHU de Clermont-Ferrand. Et Monsieur Julien Damon. Et voilà. Merci à vous tous. Bonjour à tous, merci de votre participation. Et nous allons aborder le sujet après cette belle démonstration de nous pouvons gagner du temps en nous organisant mieux. Et puis, je voudrais faire une aparté en introduction. Au SMPS, on est d'accord sur le fait que le multitasking, c'est sexiste en fait. Donc, je vous invite à répondre au questionnaire qui a été envoyé sur les réseaux. Il y a une question, comme ça, c'est un indice pour répondre à la question, une des questions du questionnaire du SMPS qui vous sera, dont les réponses vous seront proposées demain, à l'occasion de la restitution des résultats. Et si vous n'avez pas encore répondu au questionnaire, c'est très instructif. Et même quand on est un peu calé sur le sujet, on fait des erreurs d'appréciation. Donc, un sujet très intéressant qui nous attend sur comment concilier son temps de vie pro et son temps de vie perso et qui nous est venu parce que nous avons constaté que des enquêtes ont été réalisées qui montrent que c'est une préoccupation pour 96% des collègues directeurs d'hôpitaux. Et on peut faire l'extrapolation. C'est une enquête qui a été établie par l'Association des directeurs d'hôpitaux. Mais on peut considérer que si ça allait pour les directeurs d'hôpitaux, ça allait globalement pour tous les managers de santé. Et que pour autant, même si c'est une préoccupation importante, moins de la moitié des managers arrivent à concilier et estiment pouvoir concilier leur temps de vie pro et leur temps de vie perso correctement. Alors ça nous amène à poser le sujet d'un véritable malaise, parce que aussi une grande majorité d'entre eux estiment que c'est un sujet tabou et que quand on exerce des responsabilités, concilier son temps de vie pro et concilier son temps de vie perso est un sujet qu'il est difficile d'évoquer parce qu'on nous attend sur de la performance. Alors j'aurai des questions à vous poser. Je vous propose de structurer notre échange en 2 temps. Tout d'abord, parler de l'équilibre vie pro-vie perso, quel est le diagnostic qu'on peut poser sur ce sujet d'équilibre? Et puis, deuxième temps, est-ce qu'on a des solutions et est-ce qu'il existe des leviers à activer sur le sujet? Peut-être que je peux commencer par aborder la place de la vie familiale dans le sujet des personnes à haute responsabilité. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole et s'exprimer sur la question de la conciliation d'une vie familiale équilibrée avec l'exercice de haute responsabilité?
Bonjour à tous. Alors, moi, je suis là en tant que présidente de l'ANSIM, mais également en tant que représentante du bureau d'intelligence collective qui a été à l'initiative de la MNH. Qu'est-ce que c'est que le bureau d'intelligence collective? C'est un espace de questionnement, de dialogue et d'échange sur des sujets qui touchent la majorité des hospitaliers et des hospitalières. Et les contributeurs sont des professionnels qui représentent toute la diversité du monde hospitalier. Et cette année, on a travaillé sur la maternité des hospitalières. Et on a fait émerger différentes dimensions d'une problématique tout en apportant effectivement des pistes d'action. Donc, je ne vais pas vous parler des pistes d'action tout de suite puisqu'on le fera après. Mais néanmoins, avec Odoxa, des enquêtes ont été faites. Et on estime que le fait d'être enceinte, par exemple, rend difficile de poursuivre le travail dans de bonnes conditions. 50% estiment que leur grossesse est mal perçue par l'employeur également. Il y a 40% des hospitalières qui sont interrogées, qui ont été arrêtées plus de 3 mois avant le congé maternité. Et 75% ne se sont pas vus proposer d'aménagement de poste pendant leur grossesse. Seuls 39% des hospitalières interrogées qui ont souffert d'une dépression postpartum ont bénéficié d'un accompagnement par des professionnels. Et enfin, 55% des femmes pensent que leur grossesse pénalise leur carrière. Donc, je pense que c'est des chiffres intéressants à avoir en tête pour aussi équilibrer la vie professionnelle et personnelle. Je vous donnerai quelques pistes après. Je veux bien répondre à votre question. J'y répondrai de 2 points de vue. D'abord sur la politique familiale, puisque vous posez la question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Je ne sais pas si je parlerai que des hautes responsabilités, parce que les basses ou moyennes responsabilités me semblent aussi concernées. Et vous les connaissez, puisque vous les avez en tant que personne managée. Et ensuite, un petit mot du côté du droit du travail et des transformations dont nous avons entendu parler précédemment, liées au numérique qui, en l'espèce, bouscule tout. Alors, du côté de la politique familiale, il se trouve que, historiquement, c'est monté en France une politique familiale dont les objectifs étaient, dans l'après-guerre, mais l'après-guerre de 1870, de faire des petits Français et des petites mères de petits Français pour faire des soldats et taper sur les Allemands. Bien. Donc, il y avait un objectif nataliste à cette politique, auquel s'est ajouté historiquement un autre objectif, qui est de lutter contre les inégalités entre les plus aisés et les plus défavorisés dans les années 70. Et ça n'est que depuis les années 80 qu'il y a un objectif de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Quand je dis ça n'est que depuis les années 80, parce que ça n'est que depuis les années 80 qu'il y a des financements publics du côté de la branche famille de la sécurité sociale dans les crèches. Alors vous avez une singularité, c'est qu'il y avait du financement public pour les crèches, parce que, en particulier pour les infirmières, c'était une nécessité du côté des hôpitaux qui bricolaient des crèches. Désormais, c'est devenu une politique publique qui s'est intensifiée et qui fait qu'aujourd'hui, les caisses d'allocation familiale payent plus pour l'accueil de la petite enfance que pour les allocations familiales elles-mêmes. Et tant mieux d'ailleurs, au sens où c'est justement ce qu'attendent les Français et leurs conjointes, les Françaises, pour un objectif de politique familiale. C'est devenu générationnellement, et c'est encore plus présent dans les effectifs que vous connaissez, un des principaux soucis de vos collègues, de vos collaborateurs. Plus ils sont jeunes, plus c'est quelque chose qui leur importe. Mon deuxième mot, peut-être plus important, je vois que certains ont récupéré leur téléphone portable, malgré ce qui a été évoqué. Mais c'est ce sujet numérique qui bouscule complètement les équilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Avec le numérique, il y a l'ubiquité, non pas de nous-mêmes, mais de nos travails ou de notre vie personnelle, qui fait que quand on est au bureau ou quand on est en séminaire, grâce à notre téléphone portable ou à notre ordinateur portable, on fait tout à fait autre chose.
avec les téléphones portables, on glandouille, on envoie des SMS à sa fiancée ou son fiancé, ses enfants nous appellent, nous envoient des informations, et puis au bout de 30 secondes ou de 12 secondes, je ne sais plus ce qu'on disait, on regarde ses mails, etc., etc. Plus précisément, ce qui se passe, c'est quand on est en activité professionnelle, ou en temps d'activité professionnelle, on est envahi par notre vie privée, consistant à lire Libé ou le Figaro, ou regarder des séries, etc. Même en réunion, hein, même en séminaire. Nombre d'entre nous en font la démonstration pendant ces heures. Inversement, quand on est chez nous, eh bien, on est envahi par la vie professionnelle parce qu'on reçoit des courriers électroniques et on se plaint en disant notre super chef, si on a des hautes responsabilités, il y a celui qui a des très hautes responsabilités qui nous envoie des courriers électroniques et on en est furieux. Et tout ceci, c'est un grand spécialiste du droit du travail, vous avez peut-être déjà vu ses chroniques ou vous l'avez subi d'une manière ou d'une autre, qui s'appelle Jean-Emmanuel Ray. Il dit un truc assez marrant que je vous raconte vite fait et après j'arrête. Il dit que la summa divisio du droit du travail et du temps du travail, c'était le lieu de travail et le lieu professionnel. Aujourd'hui, c'est totalement éclaté. Période post-Covid, le télétravail fait que, en fait, on peut travailler tout le temps, tout comme, même si on est sur son lieu professionnel, on ne peut rien foutre. C'est ce que l'on fait lorsque l'on regarde son téléphone portable pendant des réunions ou des séminaires. Et donc, dans son sujet, puisque vous posez la question des hautes responsabilités, lui, c'est de dire les cadres, les encadrants, les dirigeants, vous trouvez ce que vous voudrez, dans le tertiaire, leur problème, c'est qu'ils n'ont plus le temps d'être des cadres, c'est-à-dire de se concentrer, d'élaborer. Et il dit parce que dans la vie privée, on est envahi par les mails, et dans la vie public, dans la vie professionnelle, on est envahi par notre vie privée. Il dit, c'est assez marrant, je trouve, il dit le seul moment où les cadres peuvent réfléchir, c'est quand ils prennent des douches. D'où sa proposition qui est de dire, on ne paye plus les cadres que quand ils prennent des douches. Voilà. Alors, c'est pas la proposition que je vous ferai après, mais c'est pour souligner combien, d'une part, les aspirations à pouvoir davantage concilier vie professionnelle, vie personnelle sont neuves, mais de plus en plus prononcées et plus ou moins bien accompagnées par les politiques publiques. Et d'autre part, et c'est très bien que nous ayons eu cette intervention roborative juste auparavant, ceci est parfaitement bouleversé par le numérique. Donc bonjour à tous. Du coup, sur Clermont-Ferrand, on a eu entre autres une initiative qui est partie de la maternité. Alors je ne sais pas s'il y a le diaporama. Qui était d'installer des salles d'allaitement en retour de congé maternité à destination des professionnels. Donc j'imagine que je peux... Là, excusez-moi, je ne maîtrise pas bien... Mon cœur de métier, c'est de faire naître des bébés et pas l'informatique. Tac. Alors, pourquoi je vous parle d'allaitement maternel? Parce que ça a plein de bénéfices. Je vais vous faire une rapide revue de littérature qu'on doit à Chloé Barazinski, qui est une de nos sages-femmes docteur en santé publique, qui a pu regarder un peu tout ça. À court terme, l'allaitement maternel a des bénéfices sur la diminution des infections et des bienfaits cognitifs des 3 mois d'allaitement maternel. Sur le plus long terme, pour le nouveau-né, l'allaitement maternel a un effet protecteur multiple. Il réduit probablement les risques de surpoids et de diabète. On note aussi une augmentation du quotient intellectuel chez les personnes qui ont bénéficié de lait maternel. Alors, ça renvoie un peu au topo de tout à l'heure. Je ne sais pas si ça contrebalancera le portable, mais à voir. Ce qui fait qu'au final, on a des enfants et des adultes, des futurs adultes en meilleure santé. Chez les femmes, l'allaitement maternel diminue le risque de cancer du sein et probablement les risques de cancer ovarien, troubles cardiovasculaires et diabète de type 2, entre autres. Ça donne des femmes en meilleure santé. Enfin, sur le plan économique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une première étude qui a estimé les pertes financières mondiales annuelles à 302 000 milliards de dollars en cas d'absence d'allaitement maternel. En gros, le quotient intellectuel baisse. C'est des gens qui font moins d'études et du coup qui, entre guillemets, rapportent moins. Une autre étude, cette fois faite en Espagne, a montré que chaque augmentation d'1 point de pourcentage d'allaitement maternel exclusif permet au système de santé d'économiser 5,6 millions d'euros par an. Hop. J'appuie pas sur le bon bouton. Pardon. Donc, d'un premier temps, les recommandations. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande un allaitement exclusif dès la naissance et jusqu'aux 6 mois de l'enfant, puis un allaitement mixte en complément de la diversification. Au niveau du Code du travail et du droit français, on a plusieurs articles qui concernent l'allaitement maternel. Je vous en cite 2.
Le premier, c'est que chaque femme doit bénéficier d'1 heure par jour de travail pour l'allaitement maternel jusqu'au 1 an de son enfant. Et le deuxième, c'est que toute structure qui a plus de 100 employés doit mettre à disposition de ses professionnels une salle dédiée à l'allaitement maternel. Pour les plus curieux, je vous laisse aller voir les articles. Ça ne doit pas être des toilettes, ça doit être grand. Il y a plein de choses, c'est un peu utopique. Au vu de ces éclairages, quels étaient les objectifs d'installer une salle d'allaitement ? Déjà, c'était d'augmenter le confort des professionnels et faciliter la poursuite de l'allaitement au retour du congé mat. C'était d'encourager le projet, mais aussi son initiation, sa durée, son exclusivité. C'était vécu comme un soutien effectif de l'encadrement. Et enfin, ayant un impact sur l'absentéisme, sur les maladies infantiles, ça diminuait l'absentéisme maternel au travail. On était là dans une démarche de prévention primaire, de promotion de santé, qualité de vie au travail, activité professionnelle, etc. On a commencé à réfléchir en 2019 sur ce projet-là, fin 2019. Vous comprendrez qu'avec le Covid, ça a mis un peu plus longtemps que prévu. Déjà, on avait constaté qu'on avait, selon les catégories professionnelles, jusqu'à 81% des professionnels qui étaient en âge de procréer. Qu'on avait une culture de l'allaitement maternel qui était bien définie, puisque travaillant en maternité, qu'on avait une tolérance accrue envers les collègues qui allaitaient leurs enfants et qui, du coup, utilisaient ce temps-là pour tirer leur lait, mais qu'à contrario, on n'avait aucun lieu spécifique pour le faire. Et en parallèle, on avait été voir la médecine du travail, qui nous avait permis d'avoir un chiffre. En 2019, seulement 22% des professionnels qui faisaient leur visite de retour de congé mat continuaient à allaiter leur nouveau-né quand elles étaient plus de 55% en sortie de maternité. On a monté un groupe de travail composé de 4 sages-femmes au parcours hétéroclite, qui nous a permis d'installer une première salle sur le service de maternité. Cette salle, elle a ouvert en juillet 2021. Elle nous a coûté 8 538 €. On a bénéficié de 3 038 € de dons, privés ou associatifs. Et la part pure du CHU est revenue à 5 500 €. On a eu 300 € de matériel acheté sur le plan d'équipement et 5 200 € de travaux, main-d'œuvre comprise. Je vous fais un rapide planning. Donc, comme je vous expliquais, on a commencé à trouver des financements en 2020. On a installé la salle à l'été 2021. Et enfin, en 2022, mais plutôt en fin d'année 2022, on a pu installer 2 autres salles sur les 2 autres sites du CHU de Clermont-Ferrand grâce à l'ESCA, qui est un fonds de dotation. Alors, on a un peu analysé la pratique. Entre novembre 2021 et juillet 2023, on a une 30aine d'utilisatrices. À savoir que la salle marche très très bien à la maternité et un peu moins bien sur les autres sites puisqu'il n'y a pas cette culture pour l'instant, mais on va y travailler. On a réalisé une enquête de satisfaction. On a 13 personnes qui ont répondu à cette enquête. Elles étaient à l'unanimité d'accord pour dire que la salle a permis de prolonger la durée de l'allaitement maternel. 77% se sont sentis soutenus par l'encadrement dans leur projet d'allaitement maternel et 84% ont eu le sentiment de réduire leur charge mentale. Je suis accompagnée de ma collègue qui s'appelle Julie Goni, qui est dans le public et qui a pu bénéficier de la salle et qui, du coup, partagera, si vous avez des questions, volontiers son expérience par la suite. Un dernier mot pour terminer, et là, c'est le côté sage-femme qui ressort. L'allaitement maternel, c'est le seul et unique aliment totalement adapté au nouveau-né. Aucun substitut n'est à la hauteur. Donc, pour nous, sages-femmes, comme on a de la prévention sur le tabac ou sur l'alcool qui peut tuer, je pense qu'il faut affirmer qu'aujourd'hui, l'allaitement maternel, il faut le favoriser, le promouvoir. C'est et ça restera toujours le meilleur et le seul aliment recommandé pour les nourrissons. Une salle d'allaitement, au final, c'est un investissement financier raisonnable, à mon avis, à l'échelle d'une structure hospitalière et qui va permettre de s'engager dans une vraie démarche de promotion de la santé, de s'accorder aux recommandations des sociétés savantes. Je vous ai mis en exemple Lancet qui a sorti une étude en 2016 qui dit que les femmes sont 2,5 fois plus susceptibles d'allaiter là où cela est protégé, promu et soutenu. Ça permet aussi de diminuer l'absentéisme des professionnels, d'améliorer la qualité de vie au travail et bien sûr de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Merci.
J'aimerais du coup, après votre présentation, vous poser une question. J'ai longtemps cru que finalement les substituts permettaient de libérer les femmes et de leur permettre de travailler et de concilier leur vie pro et leur vie perso parce que ils pouvaient se substituer à l'allaitement maternel et que l'allaitement ne permettait pas d'avoir une activité professionnelle. Et du coup, j'en suis revenue depuis quelques années, mais ça pose la question de l'adaptation de nos milieux de travail et peut-être de se dire que finalement cette interaction entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est pas quelque chose finalement de tout le temps négatif, mais c'est peut-être quelque chose à considérer du point de vue des femmes. Nous qui employons dans les hôpitaux 80% de femmes, on peut se questionner sur l'absence historique de cette réflexion et d'adaptation pour nos salariés de salles d'allaitement, puisqu'en plus elles sont jeunes femmes, donc il y a une grande proportionnalité des personnes que nous employons qui ont la nécessité d'allaiter leurs enfants tout en pouvant continuer à concilier une activité professionnelle. Et du coup, j'aimerais vous interpeller tous les trois pour réfléchir à ce sujet et nous dire ce que vous en pensez, quelles sont pour vous peut-être les raisons profondes et les pistes de solutions qui pourraient nous amener à réfléchir différemment. Je vais bien le faire, si vous voulez, du côté bureaucratique de la politique familiale, mais vous allez voir que c'est un parfait lien. D'abord, ce sujet de la politique familiale, il a été organisé pour Monsieur Gagne-Pain et Madame à la maison. La grande révolution du monde du travail, c'est que le monde du travail s'est considérablement féminisé. Il y a les spécificités hospitalières du cas des infirmières, mais ne connaissant pas parfaitement le corps des directeurs d'hôpitaux, je pense qu'il s'est féminisé plus récemment que celui des infirmières, qui a toujours été un corps très féminin. Pour répondre à la question, sortir du seul cas de l'allaitement et parler du substitut. En réalité, la politique familiale, ce qu'elle propose, c'est du substitut aux parents lorsqu'il s'agit de financer des crèches ou des haltes-garderies ou des assistantes maternelles pour les enfants de 0 à 3 ans, puisque c'est un sujet clé. C'est du substitut au temps des parents, puisque les parents vont pouvoir travailler quand les enfants sont gardés à la crèche ou chez une assistante maternelle. Mais il y a, même dans la politique familiale, une sorte d'allaitement, si j'ose dire, qui consiste à financer les parents pour qu'ils restent auprès de leurs enfants, qui est la position la plus traditionnelle. C'est l'indemnisation du congé parental, qui est très sexiste en soi, puisque dans 90% des cas, ce n'est pas les parents, mais c'est la maman qui prend ce congé parental. Donc, il y a des insuffisances en matière donc, de conciliation vie familiale, vie professionnelle, du côté de cette offre singulière nécessaire pour les 0-3 ans, mais il y a un côté libre choix aussi. Soit vous prenez le substitut, c'est-à-dire la crèche ou l'assistante maternelle, soit vous souhaitez demeurer auprès de votre enfant parce que vous considérez que c'est le plus important. C'est possible du côté du droit du travail pendant 3 ans, pendant les 3 premières années de votre enfant. Et en matière d'indemnisation de ce congé parental, c'est aussi possible, sous des conditions de plus en plus bariolées, sophistiquées, compliquées, de le prendre, à condition de le partager un peu avec votre conjoint, donc de lutter aussi contre ce sexisme de la politique familiale, ce sexisme historique de la politique familiale pendant 3 ans. Voilà, je cherchais à filer votre métaphore du substitut et pas de l'allaitement, mais c'est vrai que c'est des sujets fondamentaux pour les jeunes femmes en particulier, qui sont, si on regarde l'histoire, mieux pris en charge, mais encore incomplètement. Alors, je pense qu'il y a l'allaitement d'une part, effectivement, souvent on dit oui, vous pouvez allaiter votre enfant, mais c'est la salle de bain du service qui sert de salle, etc. Et effectivement, il serait important d'aménager quelque part dans l'hôpital, dans nos structures, une salle pour spécifiquement l'allaitement. En dehors de l'allaitement, il y a aussi le fait quand on annonce une maternité, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui disent il va falloir la remplacer, comment on va faire, etc.
Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même 75% des femmes qui s'arrêtaient 3 mois avant leur congé maternité. Et c'est quand même dommage, parce qu'il faudrait qu'on invente des postes pour ces personnes qui tournent, puisqu'elles ne sont pas enceintes à vie. Donc, il faudrait effectivement, nous, on s'était dit qu'il faudrait inventer des postes où on met au fur et à mesure les femmes enceintes. Et puis surtout aménager des places de stationnement, des tenues adaptées, parce que souvent on n'a pas les tenues pour les femmes enceintes qu'il faut, des coachings éventuellement de préparation à la maternité. Voilà, tout ça, c'est aussi des choses auxquelles on peut penser, et ça coûte pas plus cher que d'avoir une contractuelle qui remplace le congé maternité en permanence. Si je peux partager l'expérience donc de Clermont-Ferrand au niveau de la maternité. Alors, nous, chaque fois qu'on nous annonce une grossesse, il y a un peu l'ambivalence en fonction des effectifs. La plupart du temps, on est quand même très content parce qu'on sait que notre service va tourner, donc forcément, ça nous va bien. Depuis plusieurs années, on a fait le choix de doubler. On a cette possibilité, c'est-à-dire qu'à partir de 22 semaines d'aménorrhée, nos femmes enceintes sont en plus sur le planning. C'est-à-dire que ce soit les AP, les sages-femmes, chaque fois que c'est possible, elles sont en plus, ce qui leur permet de ne pas avoir cette charge mentale de se dire si je m'arrête, c'est mes collègues qui vont trinquer. Donc quand elles poursuivent, la plupart du temps, ça marche bien. Elles continuent, elles vont parfois jusque loin. On a des professionnels qui vont jusqu'au congé maternité. En moyenne, elles s'arrêtent entre 28 et 30 semaines, ce qui est bien plus que la moyenne dans les milieux hospitaliers. Ça marche assez bien. Ça leur permet d'enlever cette charge de se dire si jamais je ne vais pas bien, il va falloir que mes collègues me remplacent. Et puis, ça permet aussi de rendre, quand elles sont là, soit elles sont là en plus, et justement, le poste, il est plus qu'aménagé parce qu'elles sont un peu libres de faire ce qui correspond à leur capacité. Soit c'est une autre personne du service qui peut prendre un jour de repos en compensation parce qu'elle est là. On a aussi la chance d'avoir un service un peu plus qu'on appelle un service physiologique, où il y a moins de manutention, où on a des gens qui sont en bonne santé, et elles sont affectées principalement sur ce service-là. Pareil, quasiment dès qu'elles nous annoncent leur grossesse, en gros vers 15 semaines, on les met dans ces services-là, tout secteur confondu, tout professionnel confondu. La dernière chose qu'on essaye de mettre en place, mais on a eu l'idée, mais on s'est un peu fait griller, on voulait pouvoir bénéficier d'un remplacement 1 pour 1 sur les grossesses, partant du principe que c'est des arrêts qui sont longs. Nous, tout de suite, on est à 2 remplacements pour 2 arrêts pour un remplacement chez les sages-femmes et à peu près quasiment 3 arrêts pour un remplacement chez les auxiliaires de puériculture. Donc, on voulait tester le 1 pour 1. Partant du principe que ça durait longtemps. En règle générale, c'était minimum 6 mois. Ça fonctionne bien, sauf que c'est la pédiatrie qui teste et pas la maternité. On a donné l'idée, mais c'est l'autre service. C'est pas grave, c'est le même pôle, on est ravis, et si ça marche, on pourra le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'on a des femmes enceintes, du coup, qui vont jusque loin pendant leur grossesse, qui n'ont pas plus de complications. Et bien sûr qu'on en a qui ont des complications et qui s'arrêtent avant, et ce n'est pas grave. Et ça fonctionne assez bien dans ce sens-là. Vous avez souligné plus ou moins directement le sujet du financement derrière. Et donc, finalement, la conclusion à ce premier temps d'échange, c'est que probablement qu'une des perspectives serait aussi de féminiser un peu nos règles d'organisation du travail, parce qu'effectivement, on voit bien, on entend bien, je pense, la thématique d'une absence remplacée pour maternité. Ça suscite le questionnement de la soutenabilité pour les établissements, et donc du code et des codes qui sont à l'origine de la réflexion sur l'organisation du travail et qui sont peut-être pas assez féminisés aujourd'hui et qui datent d'un temps où peut-être effectivement monsieur était au travail et madame à la maison. Du coup, peut-être qu'on pourrait évoluer de sujet et glisser sur, à titre individuel, dans les solutions qui sont possibles d'utiliser.
À titre individuel, qu'est-ce que vous nous conseilleriez et quelles sont vos réflexions sur comment est-ce que chacun peut se prendre en main et libérer un petit peu cette articulation des temps pour la vivre et de meilleure façon et donner sens à sa vie professionnelle et personnelle? Je veux bien vous faire 4 propositions. C'est bien parce que c'est en parfaite cohérence avec l'intervention trépidante précédente, parce que la première proposition porte sur le numérique. En gros, mettez vos téléphones portables et vos ordinateurs portables à la poubelle. Alors non, ça ne va pas aller jusque-là, mais lorsque vous vous réunissez, surtout, ne les utilisez pas. Et je dis ça dans une salle qui, depuis que nous avons tous les 4 pris la parole, à peu près 80% de l'auditoire a pris son téléphone portable à un moment ou à un autre. Il se trouve que j'enseigne dans la concurrence à l'EN3S, donc à l'école de la Sécu, mais aussi là où je suis professeur, à Sciences Po, et j'interdis totalement la présence de téléphones portables et d'ordinateurs, enfin de tout truc numérique, pendant qu'il y a un cours. Alors, c'est pas que je sois parfaitement prétentieux au point de croire qu'il faille m'écouter nécessairement. Je pense aussi qu'il faut que les étudiants s'ennuient, qu'ils rêvent, qu'ils dragouillent les uns à côté des autres, plutôt que de dragouiller sur Tinder s'ils font ça en même temps qu'ils sont censés m'écouter. Mais si je suis plus sérieux, et ceci nous a été exposé tout à l'heure, nous n'avons pas cette capacité, hommes et femmes, à être multitâches. Ceci nous a été expliqué. Et on peut raconter tout ce qu'on veut. Si on fait semblant de prendre des notes sur son ordinateur ou si on prend des notes sur son ordinateur, on est tenté très rapidement de faire autre chose. Et donc, il vaut mieux passer par le vieux stylo. Donc, une première recommandation pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, ne pas trop faire entrer la vie personnelle quand on travaille et vice-versa, c'est de limiter le recours aux artifices numériques en général, mais très particulièrement dans le monde du travail. Quand vous faites des réunions, n'utilisez pas ces affaires, interdisez-les. Puis vous pouvez tout à fait dire désormais que c'est Monsieur Tarantino qui vous l'a dit. Ça fonctionnera très bien. Mais c'est très, très utile. Deuxième proposition, sur les réunions. Alors, là, c'est pour gérer le temps et pouvoir davantage consacrer de temps à la réalisation de ses compétences professionnelles plutôt que de le perdre en réunion. C'est un truc qui est connu, qui a déjà été tenté, etc. Mais essayez-le. Faites des réunions debout. Réfléchissez, mais le principe, c'est que vous allez voir que ça va limiter le temps. Et qu'au bout d'un moment, on vous dira « bon, non, on en fait moins ou on doit aller très vite ». Plutôt que de glandouiller tranquille devant son café et son ordinateur, en rêvassant et en se disant que les réunions ne servent à rien. Troisième chose, sur les réunions elles-mêmes, au-delà d'en diminuer le nombre, qui est évidemment quelque chose auquel tout le monde pense, eh bien, je trouve que de ne pas avoir d'ordinateur, les faire debout, et une troisième idée que j'avais qui m'échappe, c'était quoi sur les réunions? Bon, ça me reviendra. Mais bon, alors, vous n'aurez que 3 idées pour le prix de 4. La troisième idée, et c'est en plein dans vos activités à vous en tant que syndicaliste, c'est dans la PSC, la célèbre protection sociale complémentaire que vous êtes en train de négocier. Eh ben, la PSC, c'est certes votre complémentaire santé, ça va être le remboursement de 50%, enfin la prise en charge par votre établissement de 50% du coût de votre mutuelle, principalement la MNH, si j'ai bien compris. Mais vous pouvez aussi, à ce stade de la négociation, demander que ces questions de conciliation vie familiale, vie professionnelle soient prises en compte avec des choses très concrètes. C'est des indemnités complémentaires à ce qui est versé par la branche famille de la sécurité sociale en cas de congé parental. Des compléments même aux IJ maternité, si vous le souhaitez. Alors je sais que je fais presque du doux rêve par rapport à ce que sont les budgets contemporains, mais si vous souhaitez mettre ces sujets sur la table, vous avez ces temps-ci, du côté des fonctions publiques, de la vôtre en particulier, une opportunité qui est de discuter de ces thèmes de façon vraiment très, très concrète. Vous évoquiez les sujets d'argent, on est dessus là. Donc je répète, plus d'ordinateurs, de téléphone, là, dans les réunions debout, et puis une discussion sérieuse dans le contexte des négociations PSC. J'avais une quatrième idée, mais je ne sais plus ce que c'est, pardon. Je peux peut-être vous aider. C'est peut-être plus de réunions à partir de 17h. Oui.
Non, c'était ça mon truc, c'est vrai. Non, mais à partir de 17h, c'est pas très le truc, parce que si la réunion dure 3 heures, ça finit à 20h. Ben oui. Donc il faut des réunions qui se finissent à 18h. Ça a souvent été évoqué, souvent traité, même du côté de propositions féministes. Et tout le monde dit, ah bah oui, pourquoi pas, etc. Mais on le fait jamais. Mais le faire, ça change la vie des services et ça change la vie des familles. Et puis peut-être aussi le droit à la déconnexion. Ah oui. Il y a des pays, à telle heure, ça ne marche, ça ne fonctionne plus, on ne peut plus accéder aux mails, etc. Je pense que ça, c'est important aussi. Merci beaucoup. Il est probablement l'heure de concilier sa vie pro avec sa vie perso en allant se restaurer. Donc, merci pour vos échanges et pour l'ouverture.